Bonjour Nicolas Dungan. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et vous êtes chercheur aussi à l'Atlantic Council de Washington. Comment vous percevez déjà cette campagne présidentielle américaine qui va s'achever dans quelques jours? Elle est tout à fait inédite et elle est tout à fait indigne. Et dans son manque de dignité qu'elle est inédite, il y a très peu de substance, très peu de programmes, de projets. Et là, on est dépourvu d'idées. Voilà, on n'a pas eu assez de débat sur le fond, c'est ce que vous dites. Il n'y a eu presque aucun débat sur le fond. Vous diriez que ce qu'a apporté Donald Trump à la politique américaine depuis un an, est-ce que c'est inquiétant ou rafraîchissant? Personnellement, je pense que c'est inquiétant, mais c'est probablement un coup de pied que l'establishment devait recevoir. Parce que les Américains, et surtout ceux au pouvoir, ont tendance aujourd'hui à vivre un peu dans le passé, à vouloir une Amérique qui n'a pas connu le 11 septembre 2001, une Amérique un peu hégémonique, une Amérique qui connaît la suprématie. Or, le monde a changé. Et aussi, je pense que ce phénomène Trump relève d'une part du populisme que nous voyons en Europe et ailleurs aux Philippines, etc., mais aussi d'un phénomène interne aux États-Unis qui est un peu la face de l'Amérique que nous avons tendance à oublier, le Far West, tout ce qui est spolier la nature, résoudre des problèmes par des conflits plutôt que des compromis. Ce n'est pas très européen. Et on s'y reconnaît mal en tant qu'Européens quand on voit Donald Trump arriver. Viril qui conquiert ses territoires, mais qui a existé pendant longtemps. Les 6 premiers présidents des États-Unis étaient plutôt des Européens. Mais le président d'après, qui était le général Jackson, qui a conquis la Floride, qui a gagné la bataille de la Nouvelle-Orléans, venait du Tennessee, qui était le Far West à l'époque. Et c'était un rustre, un violent. Et n'oublions pas que depuis son premier mandat dans les années 1830, jusqu'en 1945, les États-Unis étaient complètement repliés ou largement repliés sur eux-mêmes. Et Donald Trump s'est peut-être inspiré de ça, c'est ce que vous nous dites. Donald Trump est représentatif de cette face de l'Amérique. Dans ses discours anti-establishment, justement, il a dit quelque chose il y a quelques jours en Floride, on va regarder. Notre mouvement vise à remplacer un système politique corrompu et failli par un nouveau gouvernement contrôlé par vous, le peuple américain. Vous trouvez ça populiste? Ce n'est contrôlé par vous, le peuple américain, c'est totalement populiste. Et on oublie... C'est presque révolutionnaire comme discours. Oui, mais c'est un discours qu'on a déjà entendu. Alors, aux États-Unis? Aux États-Unis. Les inégalités aux États-Unis sont au plus haut depuis la fin du 19e siècle. On avait à l'époque ce qu'on appelait the Gilded Age. The Gilded Age, c'est la traduction française la traduction du français, la Belle Époque. Alors, The Gilded Age, c'était justement à ce moment-là où le populisme est venu aux États-Unis. William Jennings Bryan qui disait « Vous n'allez pas nous crucifier sur une croix d'or », etc. Et par conséquent, Trump n'est pas complètement inconnu comme phénomène dans l'histoire américaine. Pas non plus dans l'histoire européenne et l'histoire toute récente, puisque ce repli sur soi, ce protectionnisme qu'il prône, il fait écho aussi à des situations européennes, et notamment le Brexit en Grande-Bretagne. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'étais à Oxford récemment, où j'assistais à une conférence d'Oxford Analytica, et c'était frappant de voir à quel point les Britanniques avaient déjà absorber le message du Brexit et trouver qu'il fallait prendre le message Trump, le phénomène Trump, beaucoup plus au sérieux, parce que je pense qu'en Europe continentale, on a été un peu dans le déni en se disant « Bon, c'est pas le genre d'Américain qu'on reconnaît, par conséquent, il n'existe pas. » Bon, le fait est qu'il existe et le phénomène Trump va durer après les élections, quel que soit le gagnant. Revenons à la politique justement américaine. Trump est contre l'establishment, mais contre aussi un système politique qui a vu depuis des décennies soit un candidat républicain, soit un candidat démocrate, alors qu'en France, au deuxième tour de l'élection présidentielle, on a connu des personnalités de gauche, du centre, de droite et d'extrême droite. Peut-être que du coup, il y a un ras-le-bol aussi de cette situation où on a le droit d'élire qu'un républicain ou qu'un démocrate. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ce bipartisme? Je pense qu'il faut comprendre deux choses, qui sont deux éléments très disparates et différents. Premièrement, les partis politiques aux États-Unis, républicains et démocrates, sont en partie des partis et en partie des labels.
Et c'est-à-dire qu'on n'a pas vu depuis 1800 l'émergence d'un nouveau parti politique. Donc en fait, ce sont des familles politiques, contrairement à ce qu'on a connu en France, mais c'est un peu ce vers quoi on va en France, avec les républicains étant pratiquement la seule droite et les socialistes étant pratiquement la seule gauche. On parle beaucoup du parti de Marine Le Pen, qui devient le troisième parti de France. Mais ça, c'est Trump. Ça, c'est le phénomène Trump aussi, c'est le phénomène populiste. Il y a une autre critique très virulente de Trump contre le bilan d'Obama et ce que pourrait faire aussi Clinton, c'est son bilan de politique étrangère et notamment en Syrie. Rappelez-vous quand même qu'Obama avait parlé de ligne rouge, c'était le 20 août 2012. Nous avons été très clairs auprès du régime d'Assad, une ligne rouge serait pour nous de voir des armes chimiques être déplacées ou être utilisées. Un an après, des armes chimiques ont été utilisées en Syrie et il n'y a pas eu d'intervention américaine. Est-ce que vous considérez que l'erreur, c'était de ne pas intervenir ou c'était de parler de ligne rouge? Les deux. Mais si on parle de ligne rouge, il faut être prêt à intervenir. Le problème aussi, c'est que cet incident a révélé les grandes différences entre les systèmes constitutionnels des trois grandes démocraties, qui sont la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. Il fallait donner un vote à la Chambre des communes. Cameron l'a fait avec beaucoup de maladresse et son vote a été rejeté pour... Donc l'Angleterre a dit non à une intervention, le Parlement a dit non. Ensuite, le système américain est totalement différent du système parlementaire britannique, mais Obama a utilisé ça comme prétexte pour dire que c'est le Congrès américain qui doit décider. Ce qui n'est absolument pas vrai, parce que le War Powers Act donne au président des États-Unis la capacité de faire les bombardements. Et puis, il y a eu même... Avec le recul, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, du coup? C'était pour se trouver une excuse, pour dire ce n'était pas moi qui ne voulais pas intervenir, mais mon Congrès? C'est assez curieux. Parce que Obama a tué pas mal de gens avec des drones, etc. Mais Obama dit aujourd'hui, il l'a redit récemment, que c'est la décision dont il est le plus fier de toute sa présidence, la décision de ne pas faire les bombardements. Et justement, il s'en explique dans un documentaire sur Arte, un excellent documentaire de Norma Percy qui a été diffusé il y a quelques jours. Oui. The United States might have been in a position to take on the burden of trying to impose peace inside of Syria if we hadn't had a previous decade that had drained our military, drained our treasury, drained the political capital required to mount what is essentially a largely humanitarian and long-term strategic effort. C'est très intéressant parce qu'il parle d'une volonté de ne pas intervenir aussi parce que le souvenir de l'invasion en Irak qui s'était évidemment mal passé est encore très présent. Et que les États-Unis sont plus assez légitimes. Ce que dit Barack Obama dans cet entretien reflète un point de vue tout à fait européen. Et c'est ça son problème. C'est qu'il est en décalage en politique interne et en politique externe avec la mentalité du peuple américain. C'est pour ça d'ailleurs que Trump, qui est le contre-Obama, à presque tout point de vue, a pu triompher comme il l'a fait jusqu'ici. Ce que disait Obama là, ça a drainé notre crédibilité. Ça veut dire que, et on le sait, mais on ne l'a pas dit aux États-Unis avant vraiment cette année, c'est que les États-Unis, depuis le 11 septembre 2001 et surtout depuis l'invasion de l'Irak au printemps 2003, ont perdu leur légitimité internationale. Ce qui veut dire que les États-Unis ne pourront plus... Et vous allez dans le sens d'Obama là quand vous dites ça? Complètement. Et je vais dans son sens, non pas en tant qu'avec une opinion, mais c'est mon analyse. Et je pense que c'est une analyse qui est assez évidente pour quiconque veut bien voir les choses en dehors du microcosme de Washington. Mais vous dites que c'est en décalage avec la mentalité américaine. Vous pensez que les Américains auraient souhaité une intervention? Je pense qu'ils attendaient une intervention parce que le président leur a dit qu'il y aurait une intervention. Oui. Mais, il y avait un sentiment de non-respect de l'autorité américaine, quoi. Il y a cela, et c'était très facile d'attaquer Obama, la faiblesse d'Obama, entre guillemets, dans ce sens-là. C'est très intéressant, vous parlez de faiblesse. Il y a un discours très important d'Obama par rapport à sa vision, par rapport à sa politique étrangère, et il l'a prononcé devant l'Académie de West Point en 2014, et regardez ce qu'il disait. Just because we have the best hammer does not mean that every problem is a nail.
And I would betray my duty to you and to the country we love if I ever sent you into harm's way simply because I saw a problem somewhere in the world that needed to be fixed, or because I was worried about critics who think military intervention is the only way for America to avoid looking weak. Est-ce que ça ne résume pas finalement sa politique étrangère? C'est ce qu'on appelle la doctrine Obama. Ce discours de West Point, c'était la plus claire expression de la doctrine Obama qu'il a faite lui-même. Et c'était en 3 points. D'abord, nous ne devons pas intervenir militairement s'il y a d'autres solutions, notamment diplomatiques. C'est ce qu'on vient d'entendre. Deuxièmement, nous ne devons pas intervenir seuls si nous pouvons intervenir aux côtés d'autrui. C'est exactement ce qu'a fait George H.W. Bush, Bush père, dans la première guerre du Golfe pour éjecter Saddam Hussein du Koweït. Et troisièmement, nous devons passer par des organisations internationales tout autant qu'on le peut. C'est la France, c'est la politique étrangère de la France, ça. C'est la France au Mali. La France, opération Serval au Mali, jouissait de toute la légitimité possible. Et c'est exactement ce que dit Obama. Mais encore une fois, le problème, c'est que Obama, alors il disait ça aux militaires. Il disait aussi qu'il croyait à l'exception. Je ne vais pas vous envoyer n'importe où, et ça les rassurait peut-être. Ça rassure le peuple américain qui veut éviter les erreurs d'avant, mais qui ne veut pas voir disparaître la suprématie américaine. Donc en fait, les Américains sont dans une espèce de déni historique, et la même chose est vraie pour des problèmes internes. Finissons quand même sur la politique étrangère. Tout à fait. Hillary Clinton pourrait être au pouvoir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Est-ce que vous voyez une vraie différence, c'est le 20 janvier. Officiellement d'ici quelques mois, est-ce que vous voyez une vraie différence de vision de politique étrangère entre Barack Obama et Hillary Clinton? Oui, Hillary Clinton est plus interventionniste. Hillary Clinton n'aurait pas prononcé ces mots-là qu'on vient d'entendre de Barack Obama. Hillary Clinton, comme Donald Trump, ils sont tous les deux des produits de la guerre froide, d'un monde bipolaire. Et Hillary Clinton aurait voulu, sans doute, armer le gouvernement ukrainien. Beaucoup de gens à Washington le voulaient aussi. C'était fantastique. Là, on est dans une situation de guerre asymétrique depuis le 11 septembre 2001. Et qu'est-ce qui se passe? On trouve un ennemi sur un territoire, et c'est un gros ennemi, et en plus, ce qui est encore mieux, c'est la très grande bonne nouvelle, c'est la Russie. C'est fantastique. Le complexe militaro-industriel était aux anges. Et Angela Merkel a dû prendre l'avion pour aller voir Barack Obama en disant « Non, vous n'allez pas faire ça parce qu'il faut tenir compte de nous, les Européens. » Ce type de malentendu va s'empirer si Hillary Clinton est élue parce que sa vision du monde est une vision d'une Amérique triomphante de la guerre froide et qui ne correspond plus à la réalité ni à la vision des dirigeants européens. Et finissons justement sur les dirigeants européens, et la France plus particulièrement. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une relation États-Unis-France si Hillary Clinton est élue? Est-ce que nos relations vont se réchauffer, peut-être se refroidir? Dans les apparences, tout ira bien. Hillary Clinton a participé à des groupes d'études de la French American Foundation sur l'école maternelle. Elle est ancienne Young Leader de la French American Foundation, tout comme François Hollande d'ailleurs, etc. Donc il y aura énormément de pommade et tout le monde se caressera dans le sens du poil. Mais fondamentalement, ce qui arrivera, c'est que sur des questions spécifiques et les grands vides stratégiques que les États-Unis... Ça va faire plus jouer l'influence américaine et nous forcer peut-être la main, ça vous dites? Mais le problème, c'est que si on veut aller de l'avant, dans le monde actuel, avec les problèmes que nous avons, il est très clair que l'Occident doit faire un rapprochement avec la Russie et avec la Chine. Et pour toutes les raisons que Barack Obama citait, les États-Unis ne peuvent pas faire ces rapprochements tout seuls. Donc il faut se mettre d'accord avec les Européens d'abord, et pour faire ça, il faut écouter les Européens, et il faut que les États-Unis deviennent plus modestes dans leurs ambitions et plus coopératifs, cherchant moins la suprématie. Et comme cela, les Européens et les Américains, s'ils jouent le jeu ensemble, peuvent faire de nouveau des progrès pacifiques et dans l'intérêt de la planète entière avec les Russes et avec les Chinois. Merci beaucoup, Niklas Dengen, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.